Dès qu'on n'est pas d'accord, je prends le téléphone, on appelle maman. El Hajja, attention. Ça y est. Bonjour, Mourad. Bonjour, Hussein. Merci d'accepter notre invitation. Avec grand plaisir. Donc moi, je vais directement au point. Je t'en prie. Et dis-nous comment vous avez eu l'idée de commencer EvoKids. Alors, encore une fois, merci Hussein. Merci Walid. Merci derrière la caméra, Aya, avec qui j'ai pu échanger. Donc moi, je m'appelle Mourad. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle EvoluKids. Et c'est vrai que dans mon parcours, à la base, je ne suis pas destiné à faire de l'entrepreneuriat, parce que je suis professeur en fait. Je suis professeur de mathématiques. Maths. Exactement. Donc je suis passionné des sciences en général, des mathématiques en particulier. Et surtout, j'aime beaucoup le contact humain. Avant d'être prof de maths, j'étais animateur en jeunesse. J'ai donné un nombre incalculable de cours de maths et de sciences. Donc forcément, si tu veux, être professeur, c'était le bon moyen d'allier ma passion pour les sciences et ma passion pour la transmission, pour le contact humain. Pour la petite histoire, après mon bac scientifique, j'ai fait une prépa pour intégrer une école d'ingénieur. En fait, j'ai suivi les traces de mon grand frère. Et en fait, j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi et que je voulais être plutôt sur le terrain. Donc, je suis devenu prof. Il faut savoir que quand on est prof, donc le parcours scolaire, je suis retourné à la fac pour faire une licence de maths. Et on n'est formé qu'à faire des maths et à enseigner. Donc, aucune notion sur comment manager une équipe, c'est quoi un business plan, strat, tout ça là, voilà, vraiment, mais totalement étranger. Et puis, en général, quand on est professeur à vie. Il y a très peu de professeurs qui changent de carrière, qui font des reconversions professionnelles. Même ces mots-là, ils nous sont étrangers. On est prof, tu finis prof. Ce qui change, c'est peut-être que tu vas enseigner 10-15 ans au collège. Quand tu changes, tu dis, bon, tiens, je vais changer. Je vais aller au lycée. Ouais. Au contraire, ou voilà. Mais changer de 180, c'est pas trop dans les mœurs. Mais moi, quand j'ai une idée en tête, ou quand je veux changer, il n'y a rien qui m'arrête. Et donc, j'ai eu la chance d'enseigner en France. Et je suis parti aussi à l'étranger. Oui, c'était une autre mentalité, c'était une autre façon de voir. J'ai eu la chance d'enseigner au lycée français d'Alep, Haleb, en Syrie. Donc en 2009-2010, avant la guerre. Avant la guerre. Exactement, c'est important de le souligner. Et après, je suis parti au Caire. Pendant 4 ans, là, c'était la pédagogie anglo-saxonne, pédagogie par projet. C'était comme dans les séries américaines. C'est quoi la différence entre les trois d'un point de vue? Rien à voir. Donc déjà, en France, c'est plutôt cool, on va dire. On est très très libre. Ensuite, en lycée français à l'étranger, il y a clairement cette relation hiérarchique avec le proviseur, etc. Et puis on a surtout un rôle très important. C'est-à-dire que moi, en tant que professeur de maths, je représentais la France à l'étranger. On était en lien, je voyais souvent le consul de France, l'ambassadeur quelquefois, et puis on a cette étiquette on a une sorte de représentant, on a une sorte de petite mission politique. Même si ce n'est pas clairement dit, on représente les couleurs de la France à l'étranger, donc il y a quand même pas mal de pression. C'est des écoles qui coûtent très cher, il y a beaucoup d'exigences. Et du coup, moi, j'étais prof ici, souvent en ZEP, donc dans des coins assez, qui disent difficiles, même si pour moi, c'était pas si difficile que ça. Hein, des enfants, des jeunes, ça reste des jeunes. Et donc déjà, un premier niveau, un premier palier franchi. Et après, je vais au Caire, où j'enseigne la pédagogie IB, International Baccalaureate. Donc pédagogie anglo-saxonne, un peu à l'américaine, pédagogie par projet. On ne faisait pas des maths pour faire des exercices, on faisait des maths pour faire des projets. Ouais. On fait de l'histoire pour faire toujours à la fin un projet. Toutes les matières qu'on étudie, ils s'inscrivent pour faire un projet, le présenter devant sa classe, devant les parents, devant les professeurs, etc. Donc les élèves, ils ont un autre mindset. Ils savent très bien communiquer, ils collaborent beaucoup. Gérer leur temps. Exactement, gérer le temps et tout ça. Je me dis, c'est comme ça qu'il faut enseigner en France. Donc, quand je rentre en France, je reprends un poste. Et avec mon frère, on se dit, il faut créer, il faut essayer de capitaliser sur nos expériences dans l'enseignement, dans la transmission du savoir. Et on crée une première boîte qui s'appelle Scholarius, qui est du coaching scolaire. D'accord. Et avec 2 missions. 1, revoir ce système de t'es une famille,
ton enfant, il galère dans les matières scientifiques ou pas, je te mets un prof. En fait, en quelque sorte, les sociétés de soutien scolaire, c'est une sorte d'ubérisation. Il y a un besoin, il y a une demande, Il y a une offre. ouais, et puis il y a une offre, et puis on fait matcher un prof avec une famille. Mais après, bah nous, on voulait déjà créer ce système de coaching scolaire, d'inclure les parents, d'inclure voilà, l'élève, le professeur, et de plus le mentorer, ce qu'on entend maintenant faire du mentorat, etc. Et deux, que ce soit accessible. Parce que les cours particuliers, 20 à 30 euros de l'heure, c'est pas tout le monde. Donc nous, on avait une offre comme ça, où la première famille qui a inscrit son enfant, c'est 3 enfants. Donc c'est une dame de ménage. Le papa, il était chauffeur, donc a priori, c'était pas les cibles des grandes sociétés qui donnent des cours. Ils ont mis leurs 3 enfants. Et là, il y a quelques mois, ils nous recontactent 5-6 ans après. Le jeune, il est pris en école d'ingénieur et tout ça, alors qu'il avait beaucoup de mal au départ. Et ça, c'est une fierté. Par la suite, on découvre un peu, on sent vite que l'informatique, ça va prendre de plus en plus d'ampleur dans les programmes scolaires. Et en fait, on crée Evolukid, qui est du coup une des premières startups en France à faire coder des gamins. Si maintenant on entend que le codage, c'est un peu plus démocratisé, qu'on sait qu'on peut faire coder des gamins, bah, il y a 5-6 ans, quand on a ouvert Evolukid, c'était révolutionnaire. On n'était que 3 startups dans toute la France à faire coder des jeunes. Et du codage informatique, on a fait de la robotique avec des plus jeunes, de la réalité virtuelle, de l'impression 3D, de l'intelligence artificielle. Et maintenant, on adresse en fait des jeunes jusqu'aux adultes, jusqu'au même aux seniors, des projets pour accompagner à ces compétences-là, dans le but d'inclure tout le monde dans la transition digitale. Dans la transition, c'est voilà. logique. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Merci. Donc la question que je me pose, c'était quoi la qualité en étant un prof, Ouais. on a appris beaucoup de choses. Ouais. C'est quoi les éléments que tu as appris en étant un prof que tu as pu utiliser comme entrepreneur? Ok, alors effectivement, quand on est prof, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses de manière peut-être des fois un peu trop théorique. Après, bon, le métier de prof, effectivement, il faut par exemple, la gestion d'une classe, la communication, se présenter ou présenter ses travaux, c'est pas des choses qui font peur. Donc ça, c'est des choses clairement où j'ai toujours été à l'aise. Monter des projets pédagogiques, par exemple. Ça, c'est intéressant. Même s'il y a une différence d'âge, Ouais. genre quand tu gères une équipe, ils ont plus ou moins votre âge. Ouais. Et quand tu gères une classe, ils sont C'est vrai. petits. Est-ce qu'il y a une différence ou ça revient au même? Une fois que tu es à l'aise, tu es à l'aise. Alors, c'est une très bonne question. Alors effectivement, peut-être qu'au départ, il y avait des petits freins psychologiques où tu peux faire la différence. Tu dis, mais attends, j'étais à l'aise avec des enfants ou des adolescents. Est-ce que je vais être à l'aise avec des adultes? Ou même, on a fait des projets quand même, des fois, où il y avait le COMEX Oui. de grands groupes. Je sais pas, avec L'Oréal, on a fait des choses, avec la Maïf, avec la Société Générale, avec BNP Paribas, avec l'UNESCO, effectivement. Mais quand tu te dis qu'en fait, finalement, c'est toi qui maîtrises l'expertise, et ce côté de professeur, avec ce côté pédagogue, où tu es là pour rendre les choses simples et expliquer, bah, en fait, tu dis, tu n'as plus ce calcul des enfants ou pas des enfants, tu as des personnes qui ne connaissent pas, et il faut leur expliquer. Donc tu vas prendre des mots simples, et tu vas te reprendre cette posture de professeur où tu vas expliquer à des gens qui ne connaissent pas. Après, du coup, c'est beaucoup moins impressionnant quand tu as confiance, et tu sais que toi, tu maîtrises, et tu es expert dans ton domaine, et tu es là justement pour expliquer et rendre plus accessible ce que tu fais. Très intéressant. Donc, l'idée ici, c'est que le mot m'a été très très intéressant, c'est la simplification. Ouais. Genre, l'idée, c'est que tu as ton idée de ta boîte, de ton produit, de le service, le problème, et comment faire en sorte que l'équipe autour de toi le comprend facilement et est abordable. Donc ce talent-là, il était important avec les employés, je suppose aussi avec les clients. Ouais. Donc, et ça, c'est en étant un prof, tu as pu apprendre cette qualité-là. Alors, c'est exactement ça. Mais après, dans ce que tu dis, il y a deux volets. Il y a deux volets. Ouais, il y a le volet managérial. Donc, comment embarquer ton équipe. Là, c'est un gros sujet. Pareil, là, c'est un sujet, le management, la RH, etc. Donc, c'est un sujet où, pareil, je ne connaissais pas et j'avais au départ du mal.
J'avais même du mal, en toute transparence, devant la caméra, j'avais même du mal à manager, moi, des stagiaires. Je pensais très simplement, en expliquant un petit peu un projet, puis donner les grandes lignes, et puis voilà, que ça allait se faire tout seul. Et ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, il faut accompagner, donc ça, c'est une première chose. Donc, accompagner son équipe, leur donner tous les tenants, les aboutissants, et surtout leur donner une vision. Parce qu'en général, quand on est dans la direction, en fait, quand on est leader ou le dirigeant d'une entreprise, nous, on voit, moi, je vois à 3 ans, à 5 ans. Et c'est pas évident d'embarquer son équipe sur cette vision-là. Qui n'est pas concrète pour le moment. Exactement. Exactement. Il doit croire en toi. Exactement. Et ça, c'est pas évident. C'est ça. Donc, j'ai appris à dimensionner et sélectionner un peu ce qui doit être communiqué dans une vision long terme, moyen terme et court terme. À un moment donné, ton équipe, c'est bien beau la vision, mais elle veut savoir qu'est-ce qu'elle a besoin de faire maintenant, là, tout de suite. Voilà. Ton client, c'est autre chose. Il faut le faire un peu plus rêver. Il faut le faire à l'inverse. D'abord, le court terme, mais en lui expliquant que ce projet court terme, il a des répercussions long terme. Alors que ton équipe, c'est plutôt l'inverse. Tu montes ta vision et tu redimensionnes. Maintenant, j'ai besoin, dans cette vision-là, j'ai besoin de toi, de vous, concrètement, pour aujourd'hui, pour ça. Concernant l'équipe, comment vous sélectionnez les personnes qui travaillent avec vous? Quelle est la chose la plus importante et l'une des meilleures qualités que vous choisissez pour vous? Alors, c'est une bonne question. Bien sûr, on veut des gens qui maîtrisent leur domaine, d'accord? Mais après, si on schématise ça par une balance, le mindset, je pense, l'agilité, la flexibilité, la polyvalence d'un collaborateur est plus apprécié et appréciable que son expertise. Parce que l'expertise, on peut monter en compétence. Je crois que vous avez une ressource ici qui est experte ou consultante en Salesforce. Aujourd'hui, je ne connais pas. Demain, je me forme et je connais. Par contre, va apprendre à quelqu'un d'être polyvalent. C'est ça. Va apprendre à quelqu'un d'être agile. Va apprendre à quelqu'un de ne pas stresser quand il n'y a pas lieu de stresser. Des gens, ils ont grandi avec... ils ont leur histoire. Hein. On gère des êtres humains. Et on collabore avec des êtres humains. Ils ont leur histoire, ils ont leurs craintes, etc. C'est pas facile. Les gens, on n'est pas là pour les changer. Donc, sélectionner cette personne qui va être dans la même direction, le même dynamisme que vous. Et encore une fois, pour moi, c'est même pas apporter un jugement. Moi, je dis pas que comment je pense et comment je travaille, c'est bien. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et du coup, ceux qui ne travaillent pas comme ça, c'est mal. On n'est pas dans un jugement de valeur. On est dans... Nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'est ça la culture d'entreprise. Voilà, ma culture à moi. Oui, de l'entreprise d'Evoluted. C'est ça. Nous, il faut être polyvalent, c'est sûr. Il faut être flexible. Là, moi, j'ai la plupart des clients, c'est des phrases que j'ai entendues. Hein. Le COMEX qui dit à mon interlocuteur, il dit, écoutez, on veut travailler avec les 2 frères d'Evoluted là. Pourquoi? Bon, on est expert dans notre domaine, effectivement. Mais on n'est pas les seuls experts sur le marché. Il y a d'autres. Mais les 2 frères-là, ils disent jamais non. Ils sont flexibles, ils sont toujours souriants, etc. Nous, c'est, pour nous, on a un peu peut-être une mentalité peut-être anglo-saxonne du truc. Le client, oui, il est roi, tant qu'il y a du respect, bien sûr. Bien sûr. Et s'il veut changer, il change. Donc, moi, quand on me dit, le client, il vient, et il me dit, je suis vraiment désolé, on va devoir changer. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quoi les modalités? Super, vous êtes très flexible. C'est quand même vous qui, au-delà du fait que c'est eux qui payent la prestation, c'est quand même un respect à avoir pour son client, une considération. Il nous a quand même choisi, on gagne des fois des appels d'offres, on est une dizaine, ensuite on est 3, ils nous choisissent nous. C'est pas pour ensuite, une fois qu'on est sélectionné, non, nous, c'est comme ça que ça se passe, si vous changez. Pareil, pas toujours mettre de la surfacturation partout, tu vois. Donc on essaie d'avoir une relation très très humaine et du coup nous on est comme ça et je veux que mes collaborateurs, tu vois, si moi je recrute des commerciaux et si j'entends au téléphone très rigide, non, je vais lui dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, il y a des concours de circonstances, ils n'ont pas pu faire le truc, on décale.
Maintenant, si on a travaillé 5 jours pour un projet qui n'a pas... Ok. Mais voilà, donc on est flexible, on est polyvalent, et bien sûr, j'ai même pas besoin de le dire, être ouvert d'esprit. Être ouvert, avoir des valeurs de partage. On a des projets, nous, qui sont dans l'inclusion. Ça veut dire que dans la même journée ou dans la même semaine, je vais avoir un projet avec le COMEX de L'Oréal sur des projets, voilà, ou l'UNESCO ou des grands groupes. Le lendemain, on est à Sevran, dans le 93, dans un centre social. Donc il est hors de question de faire de la différence, de se dire, attends, ce client est plus important que l'autre, ou on a des projets sur la fracture numérique, où il y a des mamans ou des papas qui ne sont pas très à l'aise avec les outils numériques, qui ne maîtrisent pas le français. C'est hors de question d'avoir un peu une approche méprisante, ou si j'ai un intervenant qui les prend un peu de haut, ou ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est au liquide, c'est pas possible. C'est bien, c'est bien. Mais en fait, tout à fait. Je pense aussi en disant, nous, pareil, dans notre entreprise, on essaie de valoriser le soft skills. On dit que le hard skills, on peut l'apprendre, mais le soft skills, on ne peut pas. C'est tout ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est vrai, le fait aussi de dire que c'est la culture d'entreprise, en fait. C'est pas la culture pour tout le monde. Ça, tu peux trouver une entreprise, exactement, mais c'est notre culture et c'est comme ça, nous, qu'on travaille. Et donc, il faut trouver des gens qui fonctionnent avec vous. Genre, être polyvalent, c'est sûr, être empathique envers les autres, s'adapter. Ça, on peut pas... Et tu peux pas... Et c'est dur de le faire apprendre. Une question que j'ai à te poser. On va faire le truc inversé. Oui, c'est votre question. C'est quoi la culture d'entreprise chez Our Legacy? Legacy, ouais. En fait, la première chose, c'est d'accepter de se challenger. D'accord. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire si toi, tu es un bon écrivain, okay, et à un certain moment, on veut te monter en compétence dans une vidéographie. Okay. Il faut l'accepter. Après, on voit ce que tu aimes ou tu n'aimes pas, mais il faut accepter qu'on monte en compétence dans un domaine qu'on n'a rien à voir. Ça, c'est pas facile. Hein. Ça, c'est pas facile, mais en fait, il faut savoir comment l'appréhender. C'est pas d'un jour à l'autre, il ne faut pas être rigide, il faut pas être... C'est pareil, c'est comme Aya. Aya, elle est consultante avec nous, alternante Salesforce. Ouais. Mais on a un jour de la semaine, elle vient avec nous dans la com. Pourquoi? Pour changer, pour avoir un esprit polyvalent, pour comprendre le monde d'une autre manière, pour ne pas être très carré. Donc, nous, on le voit comme ça. On le voit que... Moi, je comprends que c'est dur, c'est nouveau, pareil. Hein, mais en même temps, il faut comprendre que l'humain, il aime quand il monte en compétences. Ouais. Quand il devient un expert, il apprend d'autres choses. Exactement. Donc, c'est ça notre culture. Et c'est pareil, par exemple, notre CEO, il n'avait pas un background IT. Il a monté en compétences IT tout seul. Moi, pareil, au début, ce n'était pas évident. Donc, c'est ça l'esprit le plus important. Et ça, ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais donc, au moins, là, donc maintenant, je comprends mieux. Tu vas sélectionner des profils qui sont, encore une fois, qui sont ouverts. C'est ça. Qui ne sont pas réticents. Je crois qu'il n'y a pas pire que ça, de lutter contre son équipe. C'est ça. Tu luttes contre un marché. Le marché, il est dur. Avoir des clients, tu luttes, je sais pas, contre tes concurrents, même si j'ai pas cette approche-là où il faut, mais quand même, voilà, il y a aussi une réalité. Mais lutter en interne convaincre ton équipe, je crois qu'il n'y a pas... je vais dire un truc qui n'est pas très accepté dans notre culture en France, mais en fait, moi, je suis plus d'esprit où tu donnes, parce que je crois pas trop au entretien, parce que tu peux pas vraiment connaître les soft skills. Donc moi, je donne beaucoup de chance. Ouais. Je donne et je crois à Give Trust, mais après je teste. Et si je trouve que dans le test, dans une petite période, ça marche pas, direct, j'attends pas. J'essaie de ne pas attendre. Parce que si tu attends en espérant que ça va marcher, la plupart du temps ça marche pas, et tu deviens dans cette guerre en interne. Et en fait, il y a tellement de choses très importantes autour de nous qu'on veut grandir, prendre des parts dans le marché, etc. On peut pas faire une guerre de deux batailles. Surtout que donc toi, en tant que dirigeant ou manager, hein, tu souffres, mais même lui, il souffre aussi. C'est ça. Mais même lui, c'est une sorte de bon procédé. Dire, écoute, il faut accepter que ça peut ne pas fonctionner, mais dans les deux sens. Je le vois plus comme une relation, moi. C'est ça. C'est comme une relation avec quelqu'un. C'est pas que toi, tu aurais dû te changer, surtout dans le soft skills. Hein. Ouais. C'est parce qu'en fait, nous, on a cette culture-là, et toi, tu l'as pas. Ouais. Et... Ça, c'est un message qu'il faut donner aux candidats, là. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. Soyez honnêtes, les amis. Dites-nous, est-ce que c'est dans l'entretien, oui, vous dites oui à tout,
oui, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Oh, mais bien sûr, mais je suis ouvert, moi. Ah, mais je suis polyvalent. Dites-le. En fait, ça va vous faire gagner du temps pour vous, pour nous, pour tout le monde. Dites, écoutez, non, moi j'avoue, j'aime bien, je maîtrise mon périmètre, mais si on change un petit peu, je ne suis pas trop à l'aise. Et comme ça, on le sait. Et puis, mais après, vu qu'ils demandent le travail, et parfois il y a des gens qui ont peur, je pense que c'est ça. S'il y avait je pense, hein, je sais pas, moi j'ai pas un préjugé pour les gens, parce que je sais que... Ouais, c'est vrai, je comprends. Mais après, moi j'ai des bons exemples aussi, où même quand ça s'est terminé, un collaborateur est venu me voir, me dire, Mourad, écoute, là, c'est vrai que j'avais fait ce projet-là, j'étais beaucoup à l'aise, là vous m'avez changé de projet, un peu comme toi, où on va... Et puis c'est pas très bien passé. Puis il vient et on dit écoute, il n'y a pas de problème. J'ai fait des lettres de recommandation. J'ai même recommandé à des partenaires. Et puis là, ça se passe très bien, tu vois. Mais c'est ça en fait. Et le plus important, c'est de reconnaître. En fait, nous aussi, on a un rôle quand on est manager. C'est de détecter que ces personnes-là, ils s'est adapté ou pas à la culture. Si elles ne s'adaptent pas, il faut être décisif. Il ne faut pas dire non, on prend beaucoup de temps parce qu'en fait, tu lui nuis. Parce que toi, à un certain moment, tu n'es pas content. Et ça se voit que tu n'es pas content. Et ça se voit comment tu le traites, tu le décales, ou tu es stressant, ou tu as une pression. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il n'y a pas une formule magique. C'est pas sûr que tu le ferais aujourd'hui, que tu vas le faire demain. Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est un travail de tous les jours. Ah, t'as raison. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est pas du tout évident. Mais après, c'est le job, c'est l'idée. En plus, tu penses à la synergie d'équipe, tu penses à... Parce que avoir 5 personnes qui savent bien travailler ensemble, qui se comprennent, qui s'aident, ils n'ont le même poids que 20 personnes qui sont détaillées, éparpillées, ils n'ont pas la même motivation. Donc, une fois que tu deviens manager, et tu leur fais apprendre. Une fois, tu as la partie de faire apprendre des nouvelles compétences, hard skills, mais à part ça, il y a tout le côté humain et culture. Exactement, je suis d'accord. Et en parlant sur ça, en étant un prof, généralement, on a une salle où on a des compétences variées, de hard skills. Exactement. Et on essaie de les gérer différemment. Exactement. Il y a quoi comme practice, comme un prof, on peut l'employer comme un entrepreneur dans notre équipe? C'est une bonne question, ça. Alors, nous, quand on est prof, on est formé plus ou moins à ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Donc, c'est comment dans une classe, c'est exactement ce que tu as dit, comment dans une classe, tu as 25 ou 30 élèves, et comment le cours, tu vas le dispenser un peu différemment, où tu vas donner des niveaux différemment en fonction des exercices différents, d'une sorte de tronc commun un peu pour tout le monde. Oui. Et après, tu vas les répartir. Voilà. Nous, on fait à Evoluliquid, en tout cas, on fait des opérations quand on veut accélérer sur des sujets. On appelle ça la task force. Donc, on va bloquer une demi-journée, une journée, 2 jours, 9h, 18h, on coupe les téléphones, on se met sur un sujet, on avance tous. Et inconsciemment, j'essaie de mettre vraiment les meilleurs éléments dans leur domaine. On essaie de faire un peu de la différenciation dans ce sens-là, par pôle. Et puis voilà, on va essayer d'adapter les attendus. Ah, d'accord, voilà. Ça c'est bien. Parce qu'il y en a, ils vont être un peu plus créatifs, ils vont prendre un peu plus de temps, mais le résultat, en général, il va vraiment... je sais pas moi, l'autre fois, on a lancé un concours en ligne. Le titre marketing du concours, c'est la moitié du travail, quoi. Donc, quitte à prendre le temps, je sais que j'ai des collaborateurs très très minutieux, je sais que c'est eux que je vais mettre là. D'autres, il fallait produire le contenu. Là, il faut aller un peu plus vite, il faut abattre le travail. Ouais. Et donc voilà, tu vois, on essaie un peu de faire la différenciation dans ce sens-là. Les métiers de professeur, où quand tu gères une classe, il faut limite être 5, mais dans un seul corps, tu vois, pour parler à lui, etc. Minimum. Donc ça, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ouais. C'est une compétence que tu as donc là, on a parlé de la compétence qu'en ayant un prof, tu as aidé dans l'entrepreneuriat. Si on parle de l'autre côté, qu'est-ce que c'était étrange pour toi dans l'entrepreneuriat? Des compétences que tu connaissais pas du tout, des compétences qui t'ont choqué. Le plus. J'ai dû passer par une formation à HEC pour comprendre l'importance du tableau de bord. Le dirigeant, à un moment donné, il a son tableau de bord comme ça qui regarde, avec toutes ces métriques, ses KPI. Il est comme un orchestre comme ça. Donc, pour être comme un chef d'orchestre,
il a son rôle parce que devant lui, c'est lui qui a monté tout son orchestre en fait. Avec la clarinette à droite, la percussion à gauche, les guitares, etc. Donc quand il a tout son orchestre, ensuite là, il joue comme ça. Et ben toi, ce qu'ils nous ont répété pendant 6 mois à HEC, c'est le tableau de bord KPI. Donc ça, c'était voilà, cognitivement, mathématiquement, j'ai compris ce que c'est. Mais j'ai eu du mal à arriver à ça. Je n'ai pas été formé du tout. Peut-être qu'en école de commerce, on vous apprend ça. Mais nous, vraiment, c'est toujours sur le terrain qu'on apprend et ensuite on implémente. En fait, je pense, dans tous les cas, l'avantage d'être entrepreneur, c'est que, quelles que soient les formations que tu as fait, ça reste toujours théorique. Ah, bien sûr. Surtout, pour être sincère, moi j'ai fait un petit peu de business et ce n'est pas la réalité. D'accord. C'est des management à l'ancienne, fait dans les années 80, 90, c'est pas la même, c'est pas la réalité. Et en fait, surtout entrepreneur, c'est pas un manager. Être entrepreneur, ça veut dire que tu dois tester et adapter. Exactement, test and learn. C'est ça. Et pareil, dans les dashboards, je pense qu'on a changé, surtout notre opérationnel, on a changé 4-5 fois jusqu'à arriver au dashboard qui fait sens. C'était un peu difficile au début, mais chaque fois on adapte, chaque fois on change. On a les mêmes KPI, mais on change les métriques. Exactement. Ouais, tu la mesures, l'effet, le but, la réalité. Et ça, c'est que le terrain qui te... Et ça, c'est une des particularités de l'entrepreneur. Il entreprend, il fait. Tu vois, il exécute. Il exécute, et puis après, ça marche ou pas. Après, un bon entrepreneur, c'est celui qui est réactif. Oui, c'est pas celui qui va s'entêter dans sa voie. Il est flexible, agile, il va vers autre chose. Et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ce que je dis moi aux gens. Je dis, ton premier business model, c'est pas celui-là qui va te rendre millionnaire. C'est le 4e ou le 5e. Nous, au début, on a fait du B2C beaucoup. On voulait faire des petits centres un peu partout. Et un peu comme le soutien scolaire, on a des centres, les familles elles viennent, et puis et après non. Puis là, finalement, on fait du B2B. Et maintenant, on revient en B2C en ligne. D'accord. D'accord. C'est le B2C à cause de la pandémie ou Non, déjà avant, en fait, comme on crée beaucoup de contenu, nous on fait carrément que du contenu sur mesure. On va créer une séquence ou un scénario pédagogique. Là, on fait un hackathon pour des collaborateurs sur de l'IA. Ensuite, on va faire encore de la robotique, tout ça. Et à chaque fois, on crée des contenus, des concepts. On s'est retrouvé avec une Dropbox avec plein de fichiers, plein de choses. Et là, on les a tournés en vidéo. Et on fait de la production vidéo sur un LMS. Et l'idée, c'est de vendre maintenant un abonnement. En ligne. D'accord. Subscription ou genre un abonnement tous les mois. Tous les mois, on peut s'abonner à l'année, bien sûr, mais un peu comme Netflix. Oui, c'est comme Netflix. Une dizaine d'euros par mois. Là où on a vendu des projets à des dizaines de milliers d'euros, voire plus, à des grands groupes, le même contenu, on le ferait redescendre en B2C. Et du coup, ils se forment en robotique, ils font de l'IA, ils font plein de choses, pour une dizaine d'euros par mois. Et là, c'est en ligne, là, on peut faire du volume. Ouais, tu vois comment tu testes du B2C, après tu es en B2B, en présentiel, en projet. Tu dis, mais attends, mais je peux réutiliser ces contenus pour... Et test and learn, t'as raison. Et je pense, là, en parlant de votre cas de figure, ça fait énormément de sens, sachant que maintenant, vous pouvez balancer un peu le modèle, parce que il y a un modèle abonnement, il y a un modèle projet, ça, même d'un point de vue financier, ça s'équilibre, mais aussi d'un point de vue... c'est un cycle jusqu'à l'infini, parce qu'à chaque fois vous aurez un nouveau projet. Exactement. Vous pouvez réutiliser le contenu et remplir celui-là. Ça sera... Donc c'est un cycle vicieux de contenu et de données. Le Houssem, là, il est... Et du conseil en stratégie, je suis pas... mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. C'est énorme, mais c'est bien. En plus, tu les as... Et c'était quoi l'élément que vous avez poussé à faire du B2B? C'était quoi Alors, c'est une bonne question. B2C, chronophage, il te faut des fonds, il faut de l'acquisition, il faut du marketing digital, etc. En parallèle, par hasard, entre guillemets, des collectivités ont commencé un peu à se faire connaître parce qu'on était parmi les premières startups à faire coder des gamins. Et donc, une collectivité nous dit, écoutez, on aimerait bien avoir une prestation, en fait. Et là, on s'aperçoit que tu as un interlocuteur qui te paye. Là où, quand moi, donc un interlocuteur qui gère 10 enfants, te paye. Alors que quand tu as 10 enfants, tu as 10 parents qui chacun te pose des questions, etc. Donc timidement, on fait quelques ateliers dans les collectivités, les centres de loisirs et tout. Et après, on a eu... Alors c'est marrant, à chaque fois je le dis comme ça.
on a eu le bonheur et le malheur de signer un gros contrat. Ah ouais, pourquoi? Tu signes un gros contrat, tu vois, tu signes 200K à l'année, tu dis bon, sauf que l'exigence. Exactement, c'est un gros client, il est très exigeant et il te couche par terre. Donc, tu es dédié que à lui, tu n'as pas le temps de dashboard, KPI, comment je vais faire du volume et compagnie. Tu es asservi, tu es un peu son esclave et tu fais que lui parce que tu n'as pas envie de le perdre. Tu es content parce que tout de suite tu prends un deuxième bureau, tu embauches 2 personnes et tout. Donc tu crois que c'est bon, que tu vas te développer. En fait, il te couche. Et pour sortir d'un gros client, il te faut minimum, c'est 1 an et demi, c'est pas 2 ans. Le temps de bien, voilà. Tu vois, c'est pas aussi simple de dire j'ai un client, bah c'est bon, j'ai de l'argent, je prends des gens, je les mets. C'est trop risqué. Tu vois, tu es obligé de bien. Surtout pour un grand client. Surtout, il y a 2 choses, je pense, qui sont délicates. C'est que la première, c'est impliquer. Tu n'es pas sûr que le service il est bien fait, donc c'est ta réputation. C'est ça. Et si tu es très impliqué, malheureusement, tu ne peux pas scaler l'entreprise parce que tu étais concentré dans le projet. Donc, la nuance, c'est un truc gris énormément. Que tu fais, mais il faut être super courageux de dire je m'arrête, voilà, non, mais écoute, finalement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans la machine à laver, au début, bien sûr que tu dis oui. Oui, bien sûr. Et quand tu es dans la machine à laver, tu te dis mais attends, je m'en sors plus, quoi. C'est dur de dire non à du cash tous les mois. Surtout au début d'entreprise. Au début, tu vois. Il faut pas. Nous aussi, on avait un élément. Au début, on n'était pas niché. Ouais. On acceptait parce qu'on a besoin. Ouais. Donc on acceptait les offres un peu générales. Ouais, exactement. Et à un certain moment, plus on crée une brand et on veut une marque plus identifiée, plus on devient exigeant. Mais ce débat-là d'être restrictif, dire non aux clients, c'est dur ça. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident parce que tu sais que lui, il va te payer tant et ce temps-là, tu peux régler X problème avec. Exactement. Mais toi, tu dis, en fait, je pense à long terme, j'ai pas besoin. Ouais. Et en fait, il y a une nuance. Il n'y a pas une bonne réponse pour tout. Parfois, s'il y a une 5e vague, on est tous une crise, on va accepter. Tu vois, c'est exactement ça. Si tout va bien et on est en croissance, peut-être on est plus exigeant, on cherche à... ça. Ouais, et c'est ça qui fait la différence. C'est que je pense, dans l'entrepreneuriat, on fait constamment des mauvaises décisions, mais il ne faut pas retarder, prendre beaucoup de recul dessus. Parce qu'il faut prendre des décisions. Tu as pris une décision, c'est fait, c'est parti. Tu l'assumes, tu apprends au cours de route, tu pars à la suivante. Tu dis le prochain, je ferai attention, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que le seul truc, c'est qu'il ne faut pas dire « Ah, j'ai raté ça, j'ai peur et on n'arrête pas, on n'avance pas. » Ça s'appelle l'autoflagellation. Tu prends un fouet là et à chaque fois tu te tapes. On aurait dû. Non, mais tu vois, même ça peut être, si tu veux, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être très négatif. C'est vrai. Même toi, voilà, on est 3 ou 4 associés, à chaque fois, ouais, mais on n'aurait pas dû, t'aurais pas dû. Et en fait, tu vas te flageller. On est des êtres humains, on fait des choix. Bon, on va accepter, c'est pour une école, c'est pour une TPE, c'est pour ci. On l'honore, on le fait et on fera des conclusions après. Et vous recrutez ou bien vous avez des internes, des personnes internes? Alors nous, on est 10 au bureau. Ouais. Donc c'est pour après des pôles communication, marketing et tout ça. On a un pôle, du coup on a un studio, on produit nos contenus, nos vidéos en interne, on ne sous-traite pas ça. Bien sûr, gestion de projet, voilà, assistante de direction. Et après, tous les intervenants qu'on a, ils sont externalisés. Ça va être l'étudiant en fin de cycle, en robotique ou que sais-je, ça peut être un animateur. Ouais. On fait monter en compétences pour animer des petites animations dans les écoles. Ça peut être un consultant data, intelligence artificielle, voilà, impression 3D. Et à chaque fois, en fait, en fonction du projet, on a une base. C'est ça, vous avez une base de données des personnes qui connaissent. Surtout, voilà, après, on les fidélise. Voilà. D'autres reviennent, aussi d'autres viennent en plus constamment. Et on a un protocole d'onboarding, bien sûr, des intervenants, qui soit bien corporate et tout ça. Et puis, donc on peut faire du volume. On a déjà fait, je sais pas moi, on a mis la même journée une 30aine d'intervenants sur le terrain. 10 sur un gros projet, 2 dans un centre de loisirs, 1 en formation, 3 à l'UNESCO. Et comment vous arrivez à gérer toutes ces informations, les collaborateurs, les clients? Alors moi, déjà, on est 2 cofondateurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi. Moi, je suis peut-être visible sur les réseaux sociaux. Après, moi, j'ai quelqu'un de Londres, j'ai mon frère. Lui, mon frère s'appelle Rabat.
Donc c'est la partie, il est ingénieur en robotique, donc passionné des nouvelles technologies. Et lui, il gère tout le squelette d'Evolutive. Tous les outils, c'est lui qui les choisit, qui les teste, qui les sélectionne. Et du coup, lui, il est très très axé outils. On ne bosse jamais sur Excel. Toujours, c'est des outils collaboratifs. On peut travailler sur Excel, bien sûr, mais c'est toujours des CRM, toujours des outils où ça va vite, où c'est intuitif, où on centralise les infos, où on peut être 4 ou 5 sur l'outil et il n'y a pas besoin de se voir ou de Excel ou des trucs comme ça. Toutes les frictions. Et c'est lui qui fait l'analyse ou bien c'est... Ouais, c'est lui. C'est lui qui fait. Donc c'est lui qui interprète, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait le choix, c'est lui qui onboard, il nous fait les formations, il met tout le monde dans... Vous n'avez pas, vous, accès à ces outils ou... Non, si. C'est lui qui teste, qui sélectionne. Après, c'est lui qui nous forme. D'accord. Bien sûr qu'on a accès. C'est-à-dire que lui, ensuite, il dit, bon, bah, maintenant, je sais pas... On va utiliser ce nouveau CRM. Voilà, ce nouveau CRM, on laisse celui-là. On était sur Dropbox. Vous avez tous passé sur OneDrive suite Microsoft. Il a dit, en fait, c'est plus ça parce qu'on avait Mail one-on-one. On avait Dropbox pour... voilà, il a dit, non, on passe tous sur la suite Microsoft parce qu'il y a le OneDrive, il y a le planner, il y a gestion de projet, il gère tout. Donc il passe 2-3 semaines dessus, il fait les calls avec les supports et tout. Et après, il nous fait tous migrer. Ce qui est bien quand on est une start-up, c'est lundi, il décide. Allez, mardi, mercredi, 2-3 jours après, on est là. Pas besoin de mettre un plan de... Après, on n'est pas une centaine, ou que sais-je. Mais je pense qu'avoir ces réflexes flexibles dès maintenant et agile, j'espère que ça va, même si on grandit, j'espère qu'on gardera ça. Moi aussi, personnellement, j'espère. Cette flexibilité. Je pense que ça dépend vraiment de la deuxième niveau de manager. Genre, exactement. C'est ça qui... C'est pourquoi parfois, moi j'essaie d'être un peu dur sur la culture avec les managers parce que c'est important, parce que c'est eux qui vont représenter la deuxième génération. Parce qu'à un certain moment, on ne sera pas capable de parler avec tous les employés. Bien sûr. Et on n'est pas et donc c'est eux qui passent le message. Donc comment passer le message, ça fait la différence. C'est un grand sujet ça. Comment grandir, comment passer à l'échelle. Par des outils, par de la formation, Bon, j'en suis pas là, je peux pas vous dire voilà comment j'ai fait, mais c'est vrai que c'est un grand sujet. Donc j'ai pas la réponse encore, mais qu'il faudra que je me pose la question. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça l'avantage avec... Moi je le vois comme ça, j'ai dit, l'entrepreneuriat, je vois plus c'est un jeu, à chaque fois il y a des niveaux. T'as un niveau 1, tu joues, ça y est, tu maîtrises ce niveau, t'es content, tu passes au niveau 2 et direct t'es mort. Tu rejoues jusqu'au moment où tu maîtrises et là tu passes au niveau d'après. Et c'est comme ça. T'as raison, comme ça. T'as raison, c'est vrai que les entrepreneurs, on est une sorte de race de l'humanité là, on est comme les X-Men. On n'est pas comme... On va rigoler, on se prend pour qui. Mais comme les X-Men, on est des mutants, mais c'est incroyable, on a une sorte comment on dit ça déjà, on lâche pas l'affaire quoi, on est résilient. Donc tu vois, moi, première vague, deuxième vague, la cinquième vague, bah viens, vas-y, je suis là. Allez là, embarque-moi. Tu flottes comme ça. Tu gagnes beaucoup d'argent, tant mieux, des fois c'est le trou, donc on lâche pas l'affaire, c'est la résilience. Et puis on produit quoi, on fait. Je pense que ça dépend vraiment si tu aimes le processus ou pas. Il y a des gens que je vois, surtout ici à WeWork, où il y a beaucoup des entrepreneurs où il fait leur entreprise, mais il attend d'un investisseur pour qu'il grandisse. Ouais, exactement. C'est pas le même esprit. Tu vois qu'il y a des entreprises où il aime le process, il y a d'autres qui l'entreprise c'est un outil pour arriver à un même niveau. Et ça se voit dans la différence. Tu sais, moi, une question qui m'a fait bugger, c'était quoi? Quand on m'a posé la question, on avait déjà lancé, on était déjà dans Evolukid, et on me dit, du coup, tu as fait ton entreprise. La stratégie de ton entreprise, comment tu l'as construite? C'est pour la revendre ou c'est pour... Je dis, comment ça pour la revendre? Je comprenais pas, je savais pas qu'il y avait des stratégies où il se dit, je la monte, dans 3 ans, je la vends. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que même le projet, lui, ça... Ouais. Moi, je ne juge pas. Ouais. Mais moi, ça... mais non, moi, je vais mourir avec Evolukid, moi. C'est pour mes enfants, je sais pas, tu vois. Je dis pas que je vais pas la revendre plus tard. Oui, mais c'est pas si tu veux, pour moi, à chaque fois que j'ai vu qu'une boîte se revendait, je savais pas que c'était calculé. Je savais pas que ça existait de se dire, là, je la fais, et dans 5 ans, il faut que j'arrive à ça pour la vendre. Ouais. Je pensais que tu fais tes affaires,
de manière voilà, la plus engagée possible. Et après, bon, tu as une opportunité un jour, on te pose un chèque, 50 millions, tu regardes ton associé, tu dis, bon, on fait quoi? Bon, 50 millions, bon, bah, vas-y, on y va, et puis on fera, tu vois. Mais je ne savais pas que c'était... voilà, je suis arrivé à ce niveau-là, tu vois, niveau 5 du jeu. On arrête, allez, on cherche pour la vendre. Je ne savais pas que ça existait, ça. À propos de l'argent, qu'est-ce que tu penses des investisseurs? Qu'est-ce que je pense des investisseurs? C'est une question qu'on a toujours occultée parce que tous les ans, on faisait x2 chiffre d'affaires, x3, tout ça. Et encore une fois, parce que nous, on n'était pas dans cette démarche-là. Nous, c'était faire du chiffre d'affaires pour se payer un salaire, payer des collaborateurs et continuer à grandir à notre rythme. Et après, c'est vrai que, comme il a dit Hassam, c'est bien ça. Hein? C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu d'autres modèles, des gens qui créent leur boîte. Et c'est pareil. Je crée un POC, Proof of Concept. J'arrête de travailler. Quand je dis j'arrête, je caricature. Je cherche des investisseurs. Et ça, pareil, je ne comprenais pas. Donc, je me dis, mais il faut qu'ils vendent. Comment, je ne comprends pas. Je ne savais pas que tu pouvais... Tu sais, on est très naïf, en fait. Hein. Quand tu ne sais pas, bah, tu es naïf. Je ne savais pas que tu pouvais lever de l'argent alors que tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Bah, tu as un profit négatif. Même il y a des entreprises qui lèvent des fonds avec un profit négatif. Mais c'est après, il y a autre chose. Je ne sais pas si on va encore mettre, si on va laisser la caméra tourner ou pas. On m'a fait comprendre aussi que oui, ça marche avec un POC ou avec une présentation PowerPoint. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. C'est vrai. Ah, il faut la gueule de l'emploi. C'est vrai. Et on m'a dit, ah, toi, fais il faut travailler plus. Ah, montre que c'est rentable bien. Parce que, et moi, encore une fois, en fait, c'est marrant, c'est mignon. Ouais. Parce que moi, t'as la naïveté. Tu dis, ouais, mais t'as vu, lui, il a fait ça. Écoute, lui, ça marche. Toi, ça marche pas pour toi. C'est pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, nous, c'est maintenant, au bout de 5 ans, ou pendant 5 ans, on a été toujours en profit positif. On dégage du bénéfice et tout ça. On fait des vrais projets à impact. On a des gros clients, on a des petits clients. Voilà, que maintenant les investisseurs viennent nous voir. C'est ça. Et on a cette chance-là où je vais pas dire que les investisseurs ils se bousculent, mais facilement. J'ai pas besoin de passer par une société de mise en relation. Ouais. Les investisseurs ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que je leur propose? C'est ça. Donc là, on est en pleine discussion. Donc bien sûr que je suis ouvert. Nous, on reste humble. Je décortique la matrice chaque fois pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je prends mes décisions. Mais oui, c'est une solution de lever des fonds. Comme je connais d'autres des boîtes qui prospèrent bien, qui ne lèvent pas des fonds. Mais je pense qu'il y a des avantages et inconvénients dans les deux. Hein. Exactement. Quand on prend un investisseur, surtout s'il n'est pas majoritaire, l'avantage, c'est que tu peux scaler rapidement. Le seul inconvénient, c'est que il faut passer, comme en gérant d'entreprise, tu dois passer un peu de temps avec lui. Ouais. Avant de te concentrer avec les employés et les clients. Là, tu as une troisième partie qui est intéressante. Moi, j'ai fait un podcast avec Ornicar et le CEO. Ah, tu as fait un podcast avec Ornicar, Oui. Je suis honoré, moi, là. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que Ornicar, je suis là, moi. Bien sûr. Ornicar était au début, toi, tu es au Et le CEO, il m'a dit que la plupart de son temps, c'est que les investisseurs. Parfois le média, mais la plupart du temps, c'est les investisseurs. C'est vrai. Et donc, il a quelqu'un qui est opérationnel, c'est lui qui gère les employés et quelqu'un qui gère les clients. Et c'est une stratégie différente. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Mais par contre, si tu restes tout seul, c'est plus longtemps. Ouais. Ça prend du temps. Moi, je te réponds sur ma vision à moi. Ça n'engage que moi. Par exemple, dans le choix des investisseurs, il ne faudra pas à chaque fois qu'ils me parlent de marge. Parce que j'ai des projets à impact social qui sont peut-être où il y a moins de marge qu'avec un grand groupe. Par contre, c'est des projets, ça c'est l'ADN d'Evoluliquide. C'est intervenir dans un milieu populaire, ça c'est ce qu'on fait, on sait bien le faire et on veut le faire et c'est ce qui a motivé Evoluliquide. Voilà, c'est une première chose. Deuxième chose, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une aventure. L'avenir là, moi, c'est un plaisir. Je m'éclate. Demain, vous me dites, Mourad, tiens, dans 2 semaines, on va en Tunisie. Est-ce que ça te dit de venir? On fait un projet sur 3 jours avec des jeunes dans une école. Moi, si je décide de le faire, je le fais.
Là, avec des investisseurs, peut-être qu'il faut lui expliquer pourquoi, c'est quoi la stratégie. Bah, moi, j'ai pas besoin de, tu vois, j'ai une très bonne relation avec mon frère et on arrive à bien se comprendre et puis on sait que des choses, des fois c'est très rentable, des fois moins, des fois on le fait aussi, c'est plus personnel, on a besoin de ça pour revenir et tu vois, on est parti en Guinée, nous, en Guinée-Conakry. C'était le gouvernement qui nous a, le président de la République en personne qui voulait du numérique, le ministère de la télécommunication donc avait financé un projet pour des écoles. C'était une expérience humaine incroyable. C'était magnifique. Et donc, tu vois qu'à première vue, c'était pas très rentable. En plus, l'expertise, tu sors de ton champ de compétences. Nous, on crée des contenus, on intervient. Là, il fallait acheminer un Fab Lab. Donc, il fallait que je vois avec, avec la douane, comment acheminer du matériel, les conteneurs et tout, des trucs qu'on ne sait pas faire. Par contre, ce qui est magnifique, c'est qu'on a appris. Et là, demain, tu m'appelles, tu me dis le Rwanda, tu me dis, tu vois, bah, la preuve, on a gagné un appel d'offres avec l'UNESCO. On nous dit, bah, du coup, comment. Donc, l'UNESCO, c'est acheminer du matériel avec des kits robotiques faits avec des imprimantes 3D dans une trentaine de pays dans le monde. Après, c'est formé à distance et peut-être même sur place. Je l'ai gagné. Pourquoi je l'ai gagné? Parce que j'ai montré qu'on savait faire, on est parti en Afrique, sur place, on a formé tout ça. Tu vois, et puis c'était tu vois, c'était une expérience magnifique. Demain, tu as des investisseurs qui vont te dire non, attends, vous avez votre produit, vous avez vos offres, il faut les vendre, quoi, il faut scaler ça. Là, c'est pas dans votre, tu vois. C'est vrai. Ce que je peux comprendre aussi. Mais voilà, c'est... Si j'ai bien compris, vous êtes deux cofondateurs, ouais, c'est ça. C'est ça. Et comment vous arrivez à gérer les conflits entre vous? Est-ce D'accord. que... Qui décide? Comment vous décidez? Comment vous... On a une règle très très simple. Dès qu'on n'est pas d'accord, je prends le téléphone, on appelle maman. El Hadja, attention. Ça y est. Et après, en général, elle me dit, écoute ton grand frère. C'est ça la comédie. Là, je veux pas, tu vois. C'est lui qui décide à la fin, là. C'est réglé. Dieu merci, on a une très bonne relation professionnelle. C'est-à-dire, à aucun moment, donc, on est quand même très complémentaires. Le fait que ce soit mon frère, c'est un plus. Tu vois, il y en a, ils te disent, ouais, voilà, c'est un plus. Ça nous arrange dans des situations plutôt personnelles quand je lui dis, écoute, t'as vu, maman, elle a rendez-vous à l'hôpital, je serai pas là demain. Un truc, il va pas me dire, même si ça arrive 10 fois, il va pas me dire, ouais, mais attends, le business avant, après tout. Je comprends. Tu vois, même entre associés, même si vous entendez bien, s'il te dit comme ça pendant 15 jours d'affilée, tu vas dire, je comprends, et puis j'espère qu'elle va mieux, mais moi, ça, je me mets. Là, j'ai la chance où, tu vois, il va pas me dire ça. Ouais. On est professionnels, c'est ce que je dis à tout le monde. Femmes, ceux qui font du business avec leurs femmes, avec leurs frères, avec leurs enfants, restez professionnels. Dans ce cadre-là, vous êtes associés. Tu vois, il ne faut pas mélanger. Donc avec Rabat, je pense qu'on ne mélange pas beaucoup. Ça, c'est donc bien. Ça se passe très bien. Parce que nous aussi, et moi aussi de mon côté, j'ai fait avec ma soeur. Ah, avec ta soeur, d'accord. Avec ma soeur. Et en fait, tout à fait, je pense, nous, on a pris du temps. Pour, nous aussi, bien sûr. Pour trouver les marques et tout. C'est ça. Ah bah oui. Parce que ce que vous avez dit qui était très très pertinent, c'est que il y avait un peu côté self-awareness. Toi, tu sais que tu sais vendre, lui, il sait qu'il est bon dans la technique, donc vous respectez dans le domaine. Exactement. Nous, c'était pas vraiment le cas. Nous, on est séparés. Dès le début, on a nos idées, mais on est entrepreneur, on veut être partout. Donc il y avait ce côté-là. Jusqu'au moment, je pense, où il y a eu un déclic d'empathie. Alors, je comprends, je te laisse jouer. Il y a des règles à respecter à 80%, mais les 20%, tu veux faire un truc un peu fou, vas-y, teste, il n'y a pas de souci. Donc je pense, mais c'est un truc qui est venu d'un jour à l'autre. Jusqu'au moment là, je comprends moi qu'est-ce qui est arrivé, où d'un jour à l'autre, on n'a plus de débat. D'un jour à l'autre. On a eu des débats. On n'a eu pas des problèmes mais des débats qui prenaient du temps. Et un jour ou l'autre, les débats ils sont arrêtés. Et c'est la même histoire. C'est que là, je te raconte la fin de l'histoire, tu vois. Mais des fois, ouais, pourquoi t'as fait ça? Là, des fois, il me dit des choses, je suis pas trop d'accord. Ok. C'est ça. Tu le laisses parce que c'est des petits détails, c'est des trucs. Il me reprend. Tu vois, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Ouais, mais dans le mail, t'aurais pas dit d'accord, ok. Je suis pas trop d'accord. Ça, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et puis du coup, lui, ça me dit ok, bah c'est noté. Et ça fluidifie. C'est ça. Rendre des choses simples, fluides.
Et En fait, quand tu réalises que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses à faire, ouais, tu dis qu'est-ce que je vais me prendre la tête. on va pas prendre, même, Ouais. par exemple, imaginons, nous on a un média, on veut faire vidéo, on voit les vidéos différemment, on fait 2 vidéos, ça va prendre du temps, on fait une là, après on fait L'autre, l'autre, on verra. on verra, on teste Ouais, les on deux, teste on les verra deux, et c'est c'est ça. fini. Le temps, et là j'ai réalisé avec le recul, c'est que si on fait moins de débats et on exécute rapidement, Ah, c'est ça. on arrive au même temps. Parce que le débat, il nous annule. Parce que si on fait un débat, on ne va pas arriver à une conclusion aujourd'hui, Ouais. bah on le décale. On est mal à l'aise, on va décaler semaine prochaine, Exactement. ça va prendre du temps. Tout à fait Et d'accord. si on a exécuté les deux, ça aurait pris autant de temps. Et Et on ne sera deux contents. Et ça prend pas que du temps. Ouais. Ça prend de l'énergie. C'est vrai. Ça fait Ça, mal à la c'est- tête. Ça, c'est vrai. Ça, tu vois. Ça se cumule, en fait. Et- Moi, tu sais, c'est quoi? Ouais. T'as les responsabilités. Des fois, moi, j'évacue. Ouais. Ouais, t'aurais pas dû. Ah, d'accord, ok, merci. Ah, mais tu vois. C'est Et ça. lui, il va être très pointué sur des choses. Ouais. Et moi, sur d'autres aussi. C'est ça. Ben, Donc c'est là, ça. lui, après, tu comprends aussi, lui. Tu dis, bon, lui, il faut que je fasse attention sur ça. Et puis voilà, je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est vrai. Mais c'est ça l'avantage de l'aventure entrepreneuriale, c'est que c'est un jeu, c'est pas une règle. Moi personnellement, j'étais pas, surtout au collège primaire plus, Ouais, j'étais pas trop scolaire. d'accord. Donc j'ai pas aimé la structure. Il y a un moyen pour réussir l'examen. Ah oui, ça oui. j'étais Ouais. pas. Et ce que j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai pu respirer. Parce qu'il n'y a pas Ouais, un moyen, il n'y a ouais, pas une formule. ouais, Il n'y a pas de aucune formule. règle où Je suis tu d'accord. l'appliques, ça marche. Ouais. Tu dois l'adapter, tu dois la tester, tu dois le jouer. Et pour moi, c'est totalement différent. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est vrai. Ouais. Et je pense un jour où je pense l'école va... C'est pourquoi j'étais très intéressé par vos produits, parce que je pense les écoles, ils vont rester leur structure, mais il y aura de plus en plus Ah, c'est évident. les éducations à côté. Ou Bien sûr. si, moi, par exemple, dans mon école, j'aime pas tout ce qui existe, je trouve une autre qui me fait des cours à côté. Bien sûr. Et moi, je suis passionné par info, je suis un geek, par exemple. Ouais, bien sûr. Je le fais, j'apprends, je suis content, ça me donne confiance en moi et je peux continuer à vivre ma vie pendant Je suis tout à fait mieux d'accord. que dire que si tu étais dans la structure traditionnelle où tu reçois du jugement que de cette structure-là. Là, j'ai la chance d'apprendre un autre truc, de prendre une confiance en Ouais. moi. Il y a côté humain, hein, parce que si j'ai réussi par exemple dans l'info, sachant que des matières que j'ai pas entendues et je fais pas à l'école, bah, j'ai plus confiance en moi. Je suis tout à fait d'accord. Donc il y a Ça- plus un impact dans humain le développement que... de l'enfant. Ouais. Surtout quand Je- c'est... Je dirais, et peut-être qu'on terminera par cette C'est ça. métaphore-là, c'est que l'entrepreneuriat dans la vie d'un entrepreneur, c'est ce que la harissa dans un plat. Et ça, je pense que ça vous parle, ça. Ça, je parle à nous. Ah oui, mais ça vous parle, hein. C'est comme c'est un plat, si tu mets pas de la harissa, tu vois, pour vous, c'est bon. En tout cas, j'ai déjà un tube de Harissa. C'est pas Donc, cette fade, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et nous, c'est pareil. Moi, là, il me faut des projets. Ça me fait vivre, ça, tu vois. Ça, c'est ce que je te dis. Le matin, je suis là. L'après-midi, je suis là en rendez-vous. Là, après, je vais enchaîner avec autre chose. C'est quand même assez excitant. Il y a de la pression, c'est dur et tout. Mais je me dis, on crée, on apporte de la valeur. Que ce soit de la valeur économique, de la valeur humaine. Moi, je sais pas, hein, peut-être que les gens, pour eux, c'est normal voilà, d'être à la tête d'une boîte où il y a 50, 100, 200. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Entre guillemets, tu fais vivre 100 personnes. C'est quand même extraordinaire. Après, moi j'ai une vision où ça me met de la pression. Nous, pendant le Covid, on a cramé le cash, on a licencié personne. J'ai dit, on avait de l'argent, et ben je l'ai cramé. Je l'ai cramé, on a fait d'autres projets qui n'étaient pas rentables du tout, qui étaient plus dans la vision long terme. Et ben je me dis, je peux pas, c'est la crise. On a licencié personne. Et non, vraiment, c'est quand même... je suis très épanoui. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Hier, 3h11. Je sors du bureau à 3h11. Souvent. Et ça, je te dis ça, toi tu rigoles, parce que c'est pareil. Peut-être sur toi, c'est pas hier, c'était avant-hier, c'est la semaine dernière, et tout ça. On fait des journées, on travaille 16-17 heures des fois. Tu le sais. Tu arrives là 8h, 9h, tu repars les 22, 23, des fois, tu vois. C'est dur, c'est prenant, mais tu crées. Tu crées, c'est-à-dire que l'empire, il s'ouvre devant toi. Tu es là, tu fais d'abord un petit projet à l'échelle de la ville, à l'échelle du département. Après, tu vois à l'échelle nationale. On t'appelle dans un autre pays. Je vous le souhaite, vous aussi. Vous allez former
des consultants, que ce soit en France, à l'étranger. Tu as l'Afrique, c'est un territoire Énorme. tu vois, énorme, plein de potentiel et tout. Et tu dis, waouh, donc en vérité, c'est vrai, je peux conquérir le monde. Et ouais, c'est vrai, tu peux conquérir le monde. Ouais. Et tu peux, parce que voilà, tu peux. L'innovation, elle appartient à tout le monde. Demain, tu crées une innovation, un concept, un truc, tu le testes, ça marche. La porte, elle est ouverte, tu vois. Parlons d'horaire. À WeWork, il y a plein de startups. Bah ouais. Et à 20h, Oussam me regarde et me dit, mais sans startup là, mais je comprends pas, à 20h, il n'y a personne. C'est pas possible, à 20h, il n'y a pas personne. C'est pas possible. C'est vrai. Ouais, en fait, c'est vraiment dur et c'est pas facile. Et il faut travailler, il faut bosser. Tu es en train de me dire que pendant que vous êtes là encore, ouais. c'est vite. C'est pareil pour nous. Non. Parce qu'après, ça c'est... Et là pour le coup, on devra vraiment terminer par là. C'est important ce que je vais dire. Il faut comprendre que c'est pas le même entrepreneuriat pour tout le monde. C'est ça. C'est pas pareil. Quand toi t'es déjà, quand je dis toi, quand quelqu'un, on va dire, parce que oui, l'entrepreneuriat c'est aussi synonyme d'argent, de réussite sociale et tout ça. T'as l'entrepreneuriat de là, des tripes, du cœur là, ça sort de là, t'as l'entrepreneuriat d'ici. Quand ça sort d'ici, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conviction et tout, mais c'est pas pareil. Mais t'es à l'aise, quoi. T'as ce luxe-là, t'avais déjà une carrière dans la finance, t'es déjà propriétaire 3 fois. Moi, j'ai déjà entendu des discussions d'entrepreneurs qui se plaignent, comme moi. Je dis, ouais, on est pareil, toi et moi. Et après, je te jure, je rigole pas, à la fin du rendez-vous, il est parti avec un coupé, tu sais, voiture coupé sport. Un jour, je l'ai livré du matériel, il avait une maison, mais ça m'a fait mal à la tête. Donc, il est propriétaire. Il a 4 voitures, donc une voiture, le Scénic pour faire le truc. Il a la coupé sport pour le week-end, etc. Le week-end, après, quand tu discutes avec lui, il te dit « Ouais, parce qu'on va passer le week-end dans la maison des parents dans l'Ardèche, tu vois, ou en Normandie. » Et tant mieux, et c'est bien, et c'est très bien. Mais c'est pas la même nature d'entrepreneuriat. Tu vois, moi, donc je suis français, je suis né en France, je suis très fier d'être français, tout ça. Mais je suis la première génération. Mon père, il est décédé, il n'a rien laissé. Du coup, ma mère, tu vois, on est 6 enfants, il n'y a rien. Je commence ma vie, c'est même pas qu'il n'y a rien. Tu commences avec des dettes et tu commences avec la responsabilité d'aider ta mère. On avait des petits frères, des petites sœurs, ma sœur, elle a fait médecine. C'est nous, moi, mon frère, on a payé les études, les trucs. On voulait qu'elle réussisse, donc on a fait des prépas médecine. C'est pas mon père qui a payé. Ma mère, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Je crois que ma mère nous a tous payé le permis déjà, ce qui est déjà magnifique. Donc même quand tu es étudiant ou quand mon frère, le premier, tu vois, celui qui a été ingénieur le premier, on a tous appelé. Vas-y, s'il te plaît, paye-moi ça, fais-moi ça, truc. Donc les premières payes, elles allaient dans tous. Après, attends, tu connais ça, il faut aider la grand-mère au bled. Il y a Khaled qui t'appelle, tu vois. T'as des trucs comme ça, t'as l'oncle, t'as le truc. Donc t'as les petits frères, les petites sœurs. T'as des amis. Tu sais comment ça se passe, il faut être solidaire et tout. Donc c'est pas la même motivation, c'est pas, tu vois, les trucs là de, ouais, chez nous on est une start-up, on a un baby-foot, il n'y a pas de baby-foot. Il n'y a pas de baby-foot. Il y a des bureaux, tu poses ton PC, tu laisses ton téléphone, je rigole pas, la culture d'entreprise chez Liquid, c'est le travail. C'est peut-être, on est aux années 30 si tu veux. Moi je suis un travailleur, je travaille 15 heures par jour. Si tu n'arrives pas à mon niveau, et je le comprends, c'est logique. Ne travaille pas 3 fois moins que moi. Travaille 2 fois ou 1 fois et demie. Si moi je travaille 15 heures, travaille la moitié, ça fait quoi? 7h30, 8h. Mais fais-les pour de vrai. Je suis pas la Société Générale, je suis pas un grand groupe où... C'est-à-dire qu'en France, c'est admis, je caricature volontairement, mais c'est la réalité, où on dit « Ouais, il travaille 4-5 heures par jour ». C'est inadmissible ça. C'est pas. Surtout que vous et moi, on a des petites structures. C'est vrai. Moi, celui qui travaille ne serait-ce que 6 heures par jour, c'est même pas acceptable. Tu vois, on parle même pas normalement des startups. Tu as vu, tu recrutes des fusées, il faut que ça travaille, tu vois. Donc la première culture avant, tu sais, la bienveillance et tout, ça a été inventé pour ceux qui ont ce luxe-là. Quand j'aurai ce luxe-là, je crois que j'ai vu là des affiches là, le massage et tout ça. C'est ça. Massage chouette. Moi, c'est moi qui masse, il n'y a pas de problème. Je passe, venez, je vous masse. Je n'ai pas ce luxe-là, moi. C'est vrai. À chaque partie, son je parle pas que de moi. Oui, même ceux que j'emploie. Il n'y a personne qui a une maison en campagne.
Ils sont là, ils ont faim, ils veulent travailler, ils veulent évoluer. J'espère que j'ai recruté là une chef de projet. J'espère que quand ça va évoluer, elle sera manager France. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais nous, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat du bas. C'est comme la France d'en bas. Il y a l'entrepreneuriat du bas, terrain, et on va essayer d'augmenter, voilà, d'évoluer. Donc, quand tu me dis à 20h, t'as personne. Moi, c'est pareil, 20h, 23h. C'est qui vient ouvrir on est dans une pépinière d'entreprise, on est 50. C'est qui ouvre? C'est nous. Tu sais, nous, il y a des grilles. Quand je sonne, ils ne regardent même plus. Ça, je dis, monsieur Attic, ok, c'est ouvert. Je dis, mais vous n'avez pas... Tu sais, il y a un temps. Tu vois, moi, je sais que c'est vous. Il y a 1 heure, 2 heures, tu vois. C'est pareil. Et donc voilà, après on fait ce qu'on peut et puis on croit en nos projets, en nos rêves, parce qu'il faut rêver aussi. C'est ça. Donc merci Mourad pour ce temps précieux.